Bienvenue sur le podcast de Bonheur Factory. Inspirer, partager, explorer, vibrer, créer, prendre soin de soi, s'aimer, rire, renouer, transformer, éclairer. Je suis Céline Basset, cofondatrice de l'association Be Bonheur Factory. Le partage de la connaissance et des expériences est une grande source d'enseignement. C'est à partir de là que peuvent naître de grands changements. Dans cette vision qui m'anime, je vous livre mes précieux échanges auprès de personnes qui m'inspirent sous forme de reportages engagés. Depuis sa plus tendre enfance, Michèle Brémaud a toujours senti être différente. Son hypersensibilité, qu'elle ne parvenait pas encore à expliquer, lui faisait voir, entendre ou ressentir des présences. Cette sensibilité l'a intuitivement guidée vers l'envie de soulager, d'aider les autres. Son premier métier d'aide-soignante, aux côtés de malades ou personnes en fin de vie, a réveillé ses capacités naturelles. Et il s'agissait maintenant d'accepter sa capacité à guérir. Mais comment ? D'expérience en expérience, elle a intégré les enseignements qui lui étaient proposés de vivre, en comprenant très naturellement la force de l'âme et la nécessité de libérer, nettoyer, transmuter toutes les pensées ou expériences négatives pour guérir. Passeuse d'âme, elle accompagne des personnes à passer d'un état de conscience à un autre, en les aidant à se libérer de leur peur. Aujourd'hui, et animée par l'envie de transmettre, elle propose des ateliers en ligne ou en présentiel afin de proposer des outils d'évolution et des exercices où elle remet le souffle au cœur de la guérison. C'est sur la chaîne Tistria que j'ai découvert il y a quelques années cette personne qui expliquait de façon si accessible comment il était possible de guérir ses peurs. Je suis très heureuse de partager cet échange avec nos auditeurs, enregistré quelques jours avant de me joindre à un de ces ateliers qu'elle proposait d'organiser à la Sainte-Baume, où il s'agissait de trouver de la consolation dans la douceur de Marie-Madeleine, afin d'accueillir et dissoudre nos douleurs intérieures et refoulées, et accepter notre vulnérabilité. En tant que Marseillaise, je n'étais encore jamais allée dans cette forêt et dans ce lieu sacré, mais j'avais toujours su que lorsque j'irais pour la première fois, ce serait à un moment particulier et dans des conditions singulières. Ce fut très exactement ce qui s'est passé. Ce fut un moment inoubliable où Michèle a invité ce petit groupe de femmes, qui n'étaient sûrement pas réunies par hasard, à nous connecter à notre enfant intérieur par l'utérus de la mère divine matricielle dans la grotte aux œufs afin de renaître à soi. Reportage à Manosque dans les Alpes de Haute-Provence avec Michèle Brémaud, une puissante âme guérisseuse, une femme médecine au service de l'humain et qui nous libère de nos peurs pour enfin renaître à soi. Bonjour Michèle. Bonjour Céline, bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être ici chez toi parce que je suis venue jusqu'ici à Manosque pour pouvoir faire cette émission. Ce qui me semblait très important de partager avec nos auditeurs bien ce que tu proposes pour justement aider les personnes sur ce chemin de conscience, sur ce chemin de vie. Et justement, dans cette introduction, nous parlions de passeuse d'âme. Et j'aurais aimé que tu nous en dises un peu plus. Donc, peux-tu nous expliquer la signification d'une passeuse d'âme, de passeur d'âme ? Qu'est-ce que c'est ? Le passeur ou la passeuse d'âme, il faut le voir sur trois étapes. Il y a être un passeur d'âme, c'est quand on accueille un enfant, une âme qui va venir s'incarner. Donc là, c'est le passage de la verticalité, mais de haut
en bas. Donc là, c'est ce que font souvent les métiers de sage-femme. Mais effectivement, on peut avoir des personnes comme... de toute façon, les sages-femmes, ce sont des passeuses d'âme. Voilà. Pourquoi ce sont des passeuses d'âme? Parce que justement, dans leur métier, naturellement, elles font naître l'enfant. Alors même si elles n'ont pas conscience du plan subtil qui se fait en amont, sur les plans subtils, elle permet quand même l'âme de venir incorporer le corps de matière et ensuite de le faire sortir dans la matière. Voilà. Donc après, on peut avoir des personnes comme nous qui peut intervenir justement dans ces milieux-là pour accueillir l'âme à faire le passage, à passer les différentes strates, les couches de la cosmique, j'ai envie de dire, et des fréquences qui vont lui permettre d'intégrer pleinement le corps de matière. Donc, en quelque sorte, tu nous expliques qu'à certains stades de notre vie, lorsqu'on entame un chemin de conscience, il y a comme un appel de l'âme d'une certaine manière, mais qu'il faut aller nettoyer, enlever toutes ces strates-là, et c'est ce que toi tu proposes? En fait, c'est... ce qui est intéressant et l'idéal, c'est que ça se fasse avant que l'accouchement n'ait lieu, c'est de permettre justement à la maman, aux parents, maman et papa, les deux réunis, puissent rentrer en contact justement avec l'être qui s'apprête à s'incarner, sachant que cet être-là est une extension du père et de la mère, enfin, du couple. Mais c'est une molécule qui va répondre à l'extension du papa et de la maman et qui va s'unifier à ces particules de cette extension pour créer une âme à part entière, en fait. Et donc l'idéal, effectivement, c'est de pouvoir apprendre à se connecter déjà avec cette partie-là qui décide de s'incarner. Déjà, ça permet un petit peu de travailler, libérer certaines mémoires, justement, qui pourraient les empêcher d'avancer pleinement sur le plan de la matière, parce qu'effectivement, si le travail se fait en amont, on peut, je pense que c'est pas qu'on peut éviter, mais effectivement, le terrain va être beaucoup plus facile à amorcer sur le plan de la matière. Voilà, parce qu'il faut pas oublier qu'une fois qu'on a passé le voile, on oublie tout le reste. On sait plus pourquoi on est là. Donc, si déjà on travaille un peu en amont, ça permet un petit peu de déblayer et l'accompagnement sur le plan de la Terre se fait plus facilement. Et ça permet aussi, du coup, aux parents d'avoir cette ouverture de conscience, et ça permet aussi, du coup, à l'enfant d'avoir une chance, si je peux utiliser ce mot, de rester pleinement ouvert à ses capacités une fois qu'il a traversé le voile de l'illusion, le voile de la matière, et de rester, du coup, avec ses potentialités ouvertes. Voilà. Et les parents, dès l'instant où ils sont dans cette démarche de se connecter à l'âme avant la naissance de l'enfant, vont pouvoir justement accompagner ces enfants à rester totalement ouverts et se souvenir de pourquoi ils sont là. Donc ça, c'est une situation idéale, voilà. qu'on espère se réaliser de manière naturelle dans les décennies et siècles à venir, on va dire. Mais aujourd'hui, donc, tu accompagnes justement des personnes adultes à passer d'un état de conscience à un autre. Donc, tu es une passeuse d'âme. Comment peux-tu expliquer ça? Qu'est-ce que tu fais exactement? En fait, là, on parle sur le plan linéaire, d'accord? Donc, c'est en fait, c'est permettre à la personne... En fait, c'est amener... Bon, déjà, moi, je me connecte à l'âme de la personne, on ne fait plus qu'un, d'accord? Donc, on est pleinement unifié, donc j'ai accès aux informations, mais les informations que l'être de la personne souhaite consulter, que je souhaite me transmettre, en tout cas. Et à partir de ce moment-là, je vais devenir la vision de la personne pour aller déloger, aller chercher un petit peu la problématique
qui l'empêcherait d'avancer, en tout cas à l'instant présent, sur ce plan linéaire. Donc, une fois que ça s'est observé, accueilli, et qu'elle reprend son positionnement, là, on est dans l'action de la transmutation. Donc, on va libérer effectivement la mémoire qui empêche son âme, donc la conscience de son âme, la conscience de son être, de passer à une étape supérieure, à une évolution supérieure, mais sur le plan linéaire. Voilà, c'est ça le passeur d'âme. Et donc, ces mémoires sont liées à des expériences de cette vie-là, mais peuvent aussi être des expériences de vie passée. Tu peux nous expliquer justement ce phénomène d'égrégore ou qui peut empêcher justement une âme d'évoluer et de passer d'un état de conscience à un autre naturellement? Déjà, à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'existe qu'une seule et même énergie. C'est l'énergie de la lumière, l'énergie amour. Cette lumière étant ce qu'elle est, à un moment donné, étant ce qu'elle est et de par son intelligence, à un moment donné, s'est posé la question de déterminer comment savoir que je suis vraiment lumière, comment je suis vraiment amour. Donc, à partir de ce moment-là, il y a un processus de création qui s'est manifesté et d'expérimenter la séparation à la lumière. Et la séparation à la lumière, c'est quoi? C'est juste mettre un voile. Et donc, la séparation, l'opposé de l'amour inconditionnel, ce sont les peurs. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est la lumière, c'est des particules de lumière qui va aller sur une fréquence différente, pour expérimenter l'illusion d'être séparée d'elle-même, en fait, parce que c'est la lumière. Donc, dès l'instant où elle descend sur une fréquence, c'est comme si elle habillait, c'est comme si elle portait, la particule, un manteau gris qui porte la notion de peur de ci, peur de là, blessure de ceci, blessure de cela, puisque la peur va engendrer d'autres émotions. Voilà. Mais c'est toujours la lumière qui est à l'intérieur. Parce que sans la lumière, la peur n'existe pas. Et donc, il s'agit d'enlever le costume. Voilà. Donc, mais pour ça, il faut effectivement descendre dans cette fréquence-là. Alors, descendre dans cette fréquence-là, c'est même à la limite, j'ai envie de dire, quand la peur, elle se manifeste, c'est la lumière qui vibre à l'intérieur pour nous rappeler qu'elle est là, parce qu'elle a fait le choix, elle a accepté de jouer ce rôle-là. Mais juste nous rappeler que, bon, ça va, ça y est, j'ai été bien emprisonnée sous mon manteau, il fait chaud, j'aimerais bien que tu m'enlèves. Voilà. Donc, on peut parler d'ego, on dit l'ego, c'est l'ego qui nous met dans la peur. En fait, l'ego, son rôle, il n'est pas notre ennemi, il est un véhicule. En fait, il est au service de l'âme. Son rôle, c'est justement de faire remonter ses peurs, ses blessures, pour qu'elles soient observées et transmutées. Et quand on dit transmuter, en fait, on va dissoudre la matière grise, donc le manteau, le dissoudre pour laisser réapparaître la lumière qu'il y a dessous. Mais justement, les gens qui sont sur cet éveil et justement ces peurs sont souvent liés à une partie qu'ils croient vulnérable, fragile, parce qu'elle est tout amour. Comment vivre avec cette vulnérabilité? Comment l'accepter? Alors déjà, la vulnérabilité ne veut pas dire faiblesse. Être vulnérable, c'est justement reconnaître que nous sommes là pour expérimenter ces émotions. Nous sommes là pour expérimenter l'opposé de l'amour inconditionnel. Plus on va lutter contre ces émotions, plus on est dans le contrôle, donc plus on les piège, on les laisse piéger sur des fréquences beaucoup plus basses et qui continuent à alimenter des vibrations négatives et qui vont faire que, à un moment donné, le principe un peu de la cocotte minute, si on bouche la soupape, la cocotte minute va imploser. Et c'est ce qui se passe en fait. On met des chapes de plomb sur des émotions parce que on a cette croyance que être vulnérable, c'est être faible. Or, la vulnérabilité, c'est la potentialité de laisser ces émotions apparaître
et s'exprimer en fait. Et quand elle s'exprime, c'est de les accompagner justement dans son expression jusqu'au bout en fait. C'est je t'observe, je t'accueille et je t'entends, je vois que tu es là. Et maintenant, je me positionne, qu'est-ce que je décide, hein? Moi, j'appelle ça, dans mes stages, j'appelle ça le OAP. Alors, c'était, au début de mes enseignements, c'était OAP. Donc, c'est j'observe, j'accueille, je pardonne. Maintenant, c'est OAPA. C'est j'observe, j'accueille, je me positionnement, et j'agis. Voilà. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que je fais de cette peur? Eh bien oui, tu ajoutes vraiment l'action. Parce qu'on dit toujours, ok, accueil, 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 accueil. Oui, mais il y a quoi après l'accueil? Il y a ce principe-là on a tendance à croire que la spiritualité, ben oui, c'est l'univers qui va faire tout le reste. Mais c'est nous l'univers. C'est nous. Donc si nous on s'arrête et puis on attend sagement sur notre trône. On peut toujours attendre. On va pouvoir toujours attendre un moment. Il faut quand même se mettre dans l'action. Hein. Je veux dire, l'hiver, le printemps, l'automne n'attend pas. Hein. Lui, il suit son cycle. Et c'est ça, nous devons suivre notre cycle jusqu'au bout. Et donc, qu'est-ce que je fais de cette peur? J'ai le droit où, effectivement, je la refoule et puis je veux surtout pas la voir. Et puis, je prends le risque, du coup, à ce qu'elle entretienne un état d'être, un mal état d'être. Parce qu'elle a une vibration et elle peut aussi attirer des personnes qui ont la même vibration. Absolument. On vit ces expériences-là pour justement les libérer. Si on regarde les aimants, hein, je sais plus, je veux pas dire de bêtises, mais le plus et le moins, ils vont s'attirer ou se repousser, je pense, je sais plus. Et le plus et le moins ils vont s'attirer, voilà. Donc et ensuite, donc je décide de me libérer. Donc à ce moment-là, je me mets dans l'action et je me mets dans l'action de dire ok, je comprends que derrière il y a cette lumière, elle est couverte par un costume, hein, et bien on imagine qu'en fait on la déshabille et on libère sa peur. Voilà. Mais il faut surtout pas, en fait, ce que nous on a tendance à faire, c'est quand cette peur elle se manifeste, qu'elle revient, c'est un peu comme un ballon, ces petits ballons qu'on gonfle là pour les anniversaires là, avec un fil. Alors elle arrive, ce ballon arrive, et puis qu'est-ce qu'on fait? Nous, hop, on saisit le fil seulement, on se laisse emporter avec. Alors que le but, c'est de couper le fil. Et on laisse le ballon partir. Mais quand on coupe le fil, on a peur de tomber, de se faire mal. Oui. Mais en fait, on a la capacité, la force, la puissance qu'on sous-estime et qui nous permet de ne pas nous faire mal, généralement de retomber sur nos pattes. Oui, et j'ai envie de dire, si encore on imagine qu'on s'est envolé avec. Oui. Parce qu'on peut rester marcher le ballon et tenir le ballon à la main et puis et suivre son chemin. Hein. Regardez les enfants. Dans les fêtes foraines, ils ont le ballon, ils marchent avec le ballon dans les mains. Voilà, ils s'envolent pas. Mais en fait, nous, on a l'illusion qu'on se laisse emporter. Mais c'est par quoi? Pas par le ballon lui-même, mais par la vibration. Donc, on ne fait que remettre la vibration dans sa fréquence. Ben justement, comme on parle de peur, et qu'on vit beaucoup de peur en ce moment, avec aussi ce que nous avons partagé pendant ce printemps 2020, qu'est-ce que justement, quel impact la peur des autres peut avoir aussi sur nous? Déjà, il faut savoir que notre corps, c'est comme un autoradio. Nous recevons des vibrations de l'extérieur et qui passent à l'intérieur. Et donc, nous sommes récepteurs de toutes les ondes. Hein. Nous sommes récepteurs, mais nous sommes émetteurs. Donc, les vibrations extérieures, si c'est que de la peur, elle va venir interagir déjà avec nos peurs en nous, même celles les plus enfouies, hein, parce qu'on peut avoir des peurs non observées, et qui va créer des fréquences d'ondes négatives et qui va venir alourdir notre organisme, qui va venir alourdir notre corps, nos différents corps énergétiques et surtout va venir marteler notre mental.
Est-ce que tu peux nous expliquer également ce que signifie être créateur de sa réalité? J'attends un petit peu la vibration parce qu'il y a un truc à venir. Déjà, il y a une notion que tout est en mouvement, rien n'est figé, rien n'est fixe. Être créateur de sa réalité, en fait, c'est de laisser justement ce courant d'énergie, cette onde, ces ondes, hein, parce que c'est des ondes successives créatrices, qui sont déjà créatrices, et qui passent dans notre corps physique, et qui nous transmet ce que nous sommes finalement, l'enseignement et le côté créateur. Et qu'est-ce qui fait qu'on va créer cette réalité? C'est que si on décide ou pas, si on ose ou pas de répondre à cette fréquence, cette vibration qui nous traverse. Voilà. Donc effectivement, si on rejette, alors je sais pas, on reçoit une information d'un projet pour un travail, par exemple, s'installe à son compte, un projet de vie. On reçoit tout le temps cette information, on est poussé, il y a quelque chose qui nous anime, on a envie, on sent que c'est là, mais pourtant, on s'empêche de le faire. On s'empêche de le faire parce que il y a des barrages, il y a des peurs, il y a des croyances. Donc, c'est là où on intervient, cette notion de créateur de notre vie. C'est est-ce que je fais face à mes croyances, à mes peurs et je les dépasse pour pouvoir réaliser ce mouvement créateur qui est là, où je continue à alimenter mes peurs et mes croyances et puis je procrastinise et je ne fais rien, quoi. Je ne réalise rien. Et pour cela, toi, ce que tu proposes, c'est d'aller vraiment se connecter avec son âme, en fait, pour justement trouver son plein potentiel. C'est ça, absolument. C'est le soin profond qui va montrer où c'est qu'elle en est, en fait. Parce qu'il faut savoir que c'est pas nous l'humain, le soi de la forme, qui décidons ce qui doit être accompli ou pas, en fait. C'est vraiment l'âme. Et même quand on s'incarne, quand on s'en va aussi du plan de la Terre, il faut savoir que c'est l'âme qui décide de quelle manière et quand elle va s'en aller. Donc là, si je peux me faire une petite parenthèse, si tu me permets, Céline, par rapport à ce que nous avons vécu là au printemps qui est encore là, par rapport au virus. Ok, il est là, le virus. Mais c'est pas parce qu'il est là que tout le monde va être condamné par ce virus. C'est l'âme qui va décider si elle va se servir de ce microcosme qui est dans son macrocosme, hein, pour décider d'expérimenter ou parce qu'elle aura besoin d'une fièvre très forte pour évacuer justement ces égrégores qu'elle veut se libérer, ou si elle décide de s'en servir pour quitter le plan de la Terre. Donc, en quelque sorte, l'émotionnel impacte donc le corps physique aussi de cette manière-là, en fait. Donc là, un virus peut être utilisé, mais donc ça peut se passer aussi d'autres manières. Il peut y avoir d'autres maladies qui se manifestent. Absolument, oui. Alors, en fait, il y a plusieurs angles de vue sur le processus. Bien sûr qu'il va y avoir le comportement de la personne envers elle-même, par le biais de l'alimentation, par la consommation de produits de drogue, addictifs, de drogue, d'alcool, et la façon comme elle utilise sa façon de se voir, ses pensées envers elle-même, qui va, à un moment donné, agir sur les codes de l'ADN, qui va modifier l'ADN de la cellule. Et donc, au fur et à mesure, au fil du temps, les cellules peuvent prendre un mauvais pli de multiplication et de créer des cellules dites cancéreuses. Donc ça, c'est un angle de vue. Mais si je peux partager mon expérience sur le plan professionnel, mais même aussi personnel, j'ai vu des personnes avoir une vie complètement dépravée, donc sur le plan alimentaire et tout ça, et ne jamais faire de maladie. Voilà. Donc là, il y a une dualité.
qui se fait parce qu'il y a quelque chose qui veut les détruire. Enfin, il y a quelque chose en eux qui s'autodétruisent. S'autodétruire. Mais il y a une force à l'intérieur. Plus haute, plus forte, qui va dire non, c'est moi qui décide de quelle manière je vais m'en aller. Après, effectivement, tout va dépendre du parcours de l'âme, du parcours de ce qu'elle a pu déjà lâcher entre ses différentes incarnations et désincarnations, qui va être déterminé et va aller jusqu'au bout. Bon, ça a été un peu mon cas, on en a parlé tout à l'heure, mais oui, j'ai un diabète de type 1 qui s'est déclaré en 2014 et que, voilà, j'ai poussé... alors, bien que j'avais eu une vision, ça faisait un moment que je recevais l'information et que j'étais allée voir des médecins qui m'ont dit non, vous n'êtes pas diabétique, et dont le dernier, il m'a dit vous n'êtes pas diabétique, vous avez qu'à bouffer différemment. Voilà, oui, merci monsieur. Pas très sympathique. Non, il n'était pas très sympathique, et en plus, voilà, je suis partie en pleurant, quoi. C'est pas possible de pouvoir... Mais il était là pour te... Mais me secouer aussi, pour te secouer. C'est sûr, il était là pour me montrer quelque chose, bien sûr. Et puis 6 mois après, j'ai commencé à perdre du poids, et puis ça s'est enchaîné crescendo, et puis là, par contre, j'ai fermé les yeux, quoi. Je me suis trouvé toujours une excuse pour ne pas répondre aux symptômes. Là, pour le coup, je pouvais pas y échapper. Moi, je viens du médical, donc je connais les symptômes du diabétique, et ça a failli me conduire à la mort, mais tellement bien que même le médical n'a pas compris, parce que j'aurais dû mourir d'une crise cardiaque. J'avais plus du tout de potassium, et on ne peut pas vivre sans potassium, en tout cas le corps physique ne peut pas tenir sans le potassium. Donc une force à l'intérieur de toi, à l'intérieur, qui fait partie aussi du plan d'incarnation, qui a dit non, il faut pas qu'on la lâche, il faut pas qu'on la lâche, on a encore besoin d'elle sur le plan, et pas là. Alors justement, dans tes accompagnements aujourd'hui, puisque on va en parler aussi un peu plus tard, tu faisais beaucoup d'accompagnements individuels, donc en tant que thérapeute, et aujourd'hui tu proposes en fait d'accompagner, de former, de transmettre un petit peu tout ce que tu as appris. Il y a quelque chose qui est vraiment au cœur de tes enseignements, c'est la respiration. Donc, elle serait essentielle dans ce processus de guérison. Peux-tu nous en dire un peu plus ? La respiration, c'est le souffle sacré divin. Voilà, la respiration est la manifestation de l'essence, de la source originelle. La lumière est une onde. C'est un mouvement ondulatoire. Et ce mouvement ondulatoire qui traverse le corps, alors j'ai envie de dire qu'il traverse tout le cosmos, et qui, en traversant le cosmos, en descendant dans une fréquence plus basse, va créer la matière. D'accord ? Donc, mais pour faire simple, pour y mettre des mots simples, on peut imaginer justement ces ondes successives de lumière qui traversent l'axe central de l'univers, qui est la colonne vertébrale. Voilà. Donc, on a une colonne vertébrale, mais donc nous la connaissons en tant que matière par des os, par des vertèbres, mais elle continue au centre, au-dessus de notre tête, au-delà, dans le cosmos, mais aussi au-delà avec la Terre. Voilà. Sur lequel se trouvent les différents chakras. Voilà, sur différents chakras, et puis où on va effectivement les différentes fréquences, en fait. Et donc ces ondes-là, elles vont passer dans cet axe central de la colonne vertébrale, donc l'axe de l'univers, et va matérialiser, c'est ce mouvement, cette onde qui va matérialiser la matière. Ce sont des particules qui deviennent une âme à part entière, et devient matière. Et pour que cette matière donne l'illusion d'exister, il lui faut des organes. Donc il y a la création du cœur, mais le cœur ne peut pas être en action sans ce mouvement ondulatoire.
Donc, dans ce mouvement ondulatoire, ça va déclencher un courant électrique qui va permettre d'activer le cœur, mais qui va permettre d'activer en même temps un mouvement d'inspire et d'expire. Les deux ne peuvent pas se dissocier. Le battement du cœur et le mouvement de l'inspire et de l'expire ne se dissocient pas parce que c'est ce mouvement, c'est cette onde de la lumière cosmique qui traverse cet axe de la colonne vertébrale et qui, par la respiration, par ce mouvement de cage qui se soulève et qui s'affaisse, va manifester sa présence, son existence. Donc, l'inspire et l'expire, c'est l'existence de l'être. Exactement. Et oui, c'est vrai qu'on a souvent tendance à penser que c'est le cœur, en fait, mais c'est vrai que c'est la respiration. C'est d'ailleurs c'est quand on vient s'incarner, la respiration joue un rôle très important. Tout à fait. Il faut savoir que quand l'enfant sort, il est dans le ventre de la maman, il est alimenté par les énergies de la mère et du père et de cette future âme, mais qui est unifiée avec le papa et l'énergie de la papa et de la maman, qui va alimenter par les différents corps, les différents chakras, la présence du fœtus, lui permet de se développer. Quand il s'apprête à sortir, parce que là il est dépendant de la maman, de l'espace de la maman, mais quand il va sortir, il va devenir individuel de la maman. Il faut savoir que le cœur physique, il a un trou, on appelle ça le trou de Bottal dans le cœur. Et c'est-à-dire que les oreillettes, les ventricules, tout ça ne sont pas bien définis. Et ils ne peuvent se définir qu'au moment où il va sortir et que justement, quand il va sortir, il va y avoir une espèce d'appel d'air, où là, effectivement, cet appel d'air, en fait, c'est l'onde, c'est la présence de la lumière, donc ce qu'on appelle l'âme, qui va vraiment traverser définitivement dans tout l'axe et qui va venir fermer en même temps que l'enfant va faire une grande inspire, qui va venir fermer le cœur, ce trou de Bottal, pour permettre ensuite que l'enfant devienne totalement indépendant de la maman. Parce que ce cœur-là, il en a besoin, c'est sûr ça. Mais il n'a pas besoin de l'entièreté de ce cœur puisque la circulation du sang se fait par le cordon ombilical de la maman. Donc justement, c'est un processus pour toi donc de guérison, la respiration. Donc quand Absolument. on suit tes enseignements, tu parles aussi d'auto-guérison maintenant, puisque avant quand tu soignais les gens individuellement, c'est de la guérison, mais maintenant tu les amènes à de l'auto-guérison. Par la respiration. Peux-tu nous en dire un peu ? En fait, c'est juste prendre conscience, c'est les faire revenir dans le centre de leur temple. Le temple, c'est le corps physique, et le centre du temple, c'est toute la partie basse, milieu du corps, quoi. Enfin, faut savoir que le corps physique, c'est l'âme atière, c'est la matière, donc c'est l'âme, c'est le féminin. Donc c'est elle qui va recevoir toute cette onde de création, de connaissance. Le masculin, lui, c'est l'esprit. Alors tout le monde peut-être ne pense pas la même chose. Moi, c'est comme ça qu'on me demande de le transmettre parce que on doit rentrer dans des enseignements beaucoup plus simplifiés et que cette partie esprit, c'est finalement le masculin. Et qui, lui, il est sur une partie plus éthérée, plus légère. Ce qu'il y a, c'est que l'esprit, lui, il est cantonné donc au niveau du cerveau. Et on sait que le cerveau, c'est toute la structure rationnelle qui nous permet de calculer, les choses bien cadrées, bien voilà. Et puis, ce cerveau, il est relié au corps mental. Et dans ce corps mental, nous avons une extension qu'on appelle l'ego. Et ou le corps égotique, mental égotique plutôt. Et donc, en fait, ils sont un trio là, tous les trois. Et l'esprit, évidemment, lui, il n'espère qu'une chose, c'est de pouvoir communiquer avec son féminin, donc l'âme. Mais les informations vont lui arriver forcément, puisque le féminin reçoit, donc ça passe,
de bas en haut et de haut en bas en même temps. Et elle va le retransmettre en passant par la colonne vertébrale, par le système des nerfs neurotransmetteurs. Et ce qui arrive souvent, c'est que il faut savoir que dans le cerveau, nous avons 2 hémisphères. Où nous avons l'hémisphère droite, qui est le féminin, mais qui va commander tout le côté gauche. Et nous avons l'hémisphère gauche du cerveau, qui est masculin, mais qui va commander tout le côté droit du masculin. C'est pour ça on dit toujours que le corps à droite, c'est yang, mais au niveau du cerveau, c'est l'inverse. Très intéressant, merci Absolument. beaucoup pour cette précision. Parce que souvent les gens justement ne comprennent pas, mais oui, mais ouais. etc. Mais c'est parce que les hémisphères sont inversés et que voilà, ils commandent l'opposé. Voilà. Et donc forcément, cet esprit, il va être pris un petit peu par le conditionnement de ces 2 polarités, féminine et masculine. Et qui c'est qui va faire un peu la milice, hein, c'est un peu ce mental égotique. Alors non pas parce que il a décidé de faire la milice, hein. C'est juste que il sait plus non plus qu'en fait il est au service de l'âme. Mais des fois il fait la milice parce que c'est l'âme qui le demande justement pour qu'on puisse à un moment donné aller observer ce qui est à observer en fait. Peux-tu nous reparler justement de cette auto-guérison, parce que je sais que c'est quelque chose qui te tient très à cœur aujourd'hui, que d'accompagner les personnes sur ce cheminement. Donc le but en fait c'est de faire prendre conscience à la personne qu'elle a 2 parties distinctes, pôle féminin et masculin, et que donc elle a une partie masculin qui est l'esprit et qui est dans la tête, et c'est là si on reste tout le temps dans la tête on fait que ruminer, et puis on a toute la partie féminine qui est dans le corps physique et qui elle va nous relire plus facilement au cœur. Et donc le principe, c'est de faire descendre la personne, toute la conscience, toute la tension de la personne dans la cage thoracique et de se reconnecter à la vibration du cœur, à sa présence, à sa magnificence, puisque l'énergie passe par là, et aussi à ce mouvement d'inspire de la cage thoracique. Et le but, c'est d'abord à la personne de se connecter à son mouvement naturel. Et Dieu merci, heureusement qu'on a ce mouvement naturel, parce que des fois on peut se rendre compte que mais en fait j'étais en apnée. Donc ça veut dire que déjà là on se coupe de notre vraie nature, parce que notre vraie nature se manifeste par le mouvement de l'inspire et de l'expire. Et c'est pas dans la tête, c'est dans le cœur qu'on va le trouver. Donc c'est important de faire redescendre la personne là. Et une fois qu'elle l'a saisi, qu'elle est devenue ce mouvement ondulatoire qui est naturel, après elle peut travailler effectivement dans des inspires plus approfondis pour aller par exemple en se concentrant sur un chakra, mais c'est toujours en étant en conscience dans le cœur et la respiration. C'est le souffle sacré de vie parce que on inspire la lumière et à l'expire, on expire la lumière. Donc, on peut renvoyer la lumière sur des zones à traiter. Très intéressant. Merci, Michel. Alors, on est aussi dans ton cabinet et il y a beaucoup de papillons. Et tu m'as parlé de l'enseignement du papillon tout à l'heure et j'ai beaucoup aimé ce que tu m'as appris. Est-ce qu'on pourrait le partager? Parce que c'est très en lien avec ce que tu viens de dire au niveau des énergies masculines et féminines. Donc voilà, j'aimerais bien que tu nous en parles de cette symbolique très présente dans ton cabinet. Mais en fait, la symbolique, c'est que la chenille, c'est terrestre, donc c'est la matière, et la chenille, c'est féminin. Donc la chenille va suivre tout un processus d'évolution, c'est-à-dire dans son processus d'évolution, elle va avoir différentes étapes où elle va muer, elle va grandir, puisqu'elle va changer de peau, et quand elle change de peau, c'est ce que moi je fais quand j'accompagne les personnes, quand on parle de passeuse d'âme, dans le linéaire, d'un plan de conscience à un autre plan de conscience. Donc là, c'est cette matricielle qui va suivre ces différentes étapes. Dans ce processus, c'est pour rapprocher en fait ces 2 polarités.
puisque pour pouvoir vivre la séparation de l'amour, pour pouvoir vivre la séparation à l'unité, il a fallu séparer les deux pôles, parce que la lumière, elle est androgyne, elle est féminine et masculine. Quand on parle de Dieu, peu importe le nom qu'on lui donne, moi je ne parle pas de religion, mais il faut savoir que Dieu, il est femme et homme. Il est les deux. On peut pas, et les deux ne se dissocient pas en fait. Dans leur vraie énergie, féminin et masculin, leur fréquence est identique. Il n'y a pas plus que l'un, en fait. Les deux se confondent. Mais effectivement, les deux se confondent et se complètent. Voilà. D'où l'importance que nous retrouvions cet équilibre du féminin et du masculin. Voilà. Donc là, le processus du papillon, effectivement, à un moment donné, la chenille va arriver à un stade, alors je ne sais pas comment on pourrait l'appeler ce stade, mais c'est quand elle commence à créer sa chrysalide, et c'est quand en fait, elle est arrivée dans son processus d'évolution où elle est presque au stade de l'illumination. Et juste avant ce stade d'illumination, il y a un processus en fait de mort de la chenille pour laisser apparaître quelque chose de nouveau. Et l'étape de l'illumination de la chenille, c'est la naissance du papillon. C'est-à-dire que le papillon, donc la chenille, elle y est toujours, c'est le corps du papillon. Mais les ailes représentent le masculin, la partie éthérée, son éthéré. Donc là, elle a atteint la fusion complète et l'illumination de l'être en s'élevant, en s'élevant dans sa complétude féminin et masculin. Donc la chenille, c'est le corps, les ailes, c'est son masculin. Le corps, donc, c'est le féminin, et ses ailes, c'est son masculin. C'est intéressant en t'entendant prononcer le mot chrysalide. Il y a aussi le mot christique. Christique, absolument. Et d'ailleurs, cet enseignement sur le papillon, si je peux partager mon expérience, c'est justement Jésus qui me l'a transmis, parce qu'on n'arrête pas d'entendre le Christ va revenir, le Christ va revenir. Déjà, le Christ, c'est pas une personne, c'est une énergie. C'est l'essence de la source originelle, le Christ. Jésus, oui, lui était un être, et il a fait l'expérience de l'humain comme toi et moi, mais en portant justement cette connaissance justement christique, donc de cette essence. Donc il n'est pas devenu un illuminé de suite, lui aussi il a fait et c'est ça qu'il m'a montré. Il m'a montré qu'il a fait le processus de la chenille pour pouvoir atteindre l'illumination, donc la résurrection, et il est parti avec son corps de lumière. Donc lui il n'a pas développé des ailes, mais c'était le corps de lumière. Donc le corps de lumière, c'est le côté le plus éthéré, et le côté plus éthéré, c'est l'esprit, c'est le masculin. Il est beaucoup plus léger que la matière, l'âme qui est dense, un peu plus dense. Voilà. Merci beaucoup pour cette précision. C'est vrai que tu l'expliques tellement simplement que ça va, voilà, c'est super. Merci pour ce partage. Notamment dans tes stages et formations, là, nous sommes au mois de mai et tu organises aussi une rencontre à la Sainte-Baume. Et je crois savoir également que Marie-Madeleine et Marie sont aussi des êtres ascensionnés très présents dans tes enseignements et dans tes accompagnements. Marie et Marie-Madeleine sont très liées aussi à l'énergie féminine. Et Isis, voilà, et Isis. Exactement. Et ça serait intéressant de nous en parler un petit peu, justement. La Sainte-Baume, parce que voilà, la légende dit que Marie-Madeleine a séjourné là-bas. Donc il y a eu une grotte et il y a eu des choses qui sont en sa mémoire. Et parce que donc effectivement, par son passage et par la légende qui a été entretenue, donc on crée une énergie. Donc c'est se reconnecter. Déjà, Marie-Madeleine, c'est vraiment aller se reconnecter à son féminin. Dans nos polarités, nous avons la femme et la mère, et chez le masculin, nous avons
l'homme et le père. C'est-à-dire qu'avant d'être père ou avant d'être mère, il y a la phase femme et homme. On s'est un petit peu coupé de ces différentes facettes. En tout cas, phase, je vais y arriver. Et pourquoi la Sainte-Baume? C'est parce qu'il y a aussi, alors au départ, la première fois, moi je l'ai fait, je me suis servi que de la grotte de Marie-Madeleine, bien sûr, mais je m'étais rendu compte malgré tout que dans le cheminement, il y avait la présence de Marie. Bon, Marie, voilà, c'est la mère divine, hein, comme Isis, voilà. Et donc, elle, en fait, Marie, Marie-Madeleine est une extension de Marie. Et donc, Marie est la symbolique de la mère et Marie-Madeleine est la symbolique de la femme. Et donc, j'ai eu l'occasion, donc là, je savais qu'il y avait Marie, et puis bon, de toute façon, Marie et Jésus ne font qu'un. Il faut savoir que Marie et Jésus sont des flammes jumelles. Voilà, donc ils ne font qu'un. Et là, je peux vous dire que le féminin et le masculin, on les sent même plus tous les deux. Ils sont vraiment unifiés et confondus. Mais ils sont bien présents tous les deux. Et donc, je savais qu'il y avait cette présence de Marie. Donc, effectivement, dans la première journée, il y a toujours un travail où on va travailler dans le corps physique. Le corps physique, pour bien recevoir pleinement cette énergie, justement, féminin, pour mieux réparer, du coup. Donc, on va travailler là-dessus, puisque de toute façon, l'âme, c'est le féminin, et l'âme est reliée, et la matrice, c'est le corps physique. Et là, cette fois-ci, il va y avoir un passage vers la grotte des œufs, qu'on appelle la grotte des œufs. Et c'est un utérus, en fait. Voilà. Donc, là, dans ce qui m'est demandé, même si on dit qu'il faut d'abord passer par la phase de la femme avant de rentrer dans l'utérus de la mère, là, on va faire le chemin inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas passer par la Sainte-Baume d'abord, on va passer par la grotte des œufs, parce que là, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Voilà, donc en fait, c'est imaginer qu'on est dans le ventre de notre maman, quelles que soient les facettes, les différentes étapes qu'on a eu traversées, et de pouvoir en ressortir. Et là, la femme, elle va faire son processus cet enfant va faire son processus vers la femme. Et donc, à partir de la femme devient femme créatrice et ensuite devient la mère. Merci beaucoup pour cette précision. Avant de terminer, j'aimerais juste que tu nous dises en ces temps, en même temps, qui sont, je dirais, troublés ou troublants, en quoi justement la spiritualité est importante à ce que nous sommes? Alors déjà, moi, spiritualité, j'ai un peu de mal maintenant avec ce mot, parce que c'était bon ça avant, parce que spirit veut dire esprit, et rituel, c'est conditionnement, c'est un rituel, donc on conditionne l'esprit. Aujourd'hui, la source aimerait bien qu'on dise l'éveil de la conscience, l'élévation. En quoi c'est utile? C'est utile justement de se rappeler qui nous sommes et de revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel, c'est revenir au centre de son temple. C'est dans l'inspire et l'expire. Et c'est dans cet inspire et expire qu'on va vivre l'instant présent. Le cycle de l'instant présent, c'est dans le mouvement de l'inspire et de l'expire, et c'est dans ce mouvement qu'on va avoir toutes les informations créatrices nécessaires à notre évolution et nécessaires à dépasser justement ce genre de crise et ne pas se laisser envahir par les influences extérieures, quelles qu'elles soient. Donc c'est se connecter avec quelque chose de très fort en nous, qui va nous aider à traverser justement avec confiance ces moments-là, et puis également d'inspirer aussi des personnes autour de nous. De soi. Tout à fait. Mais quelque chose de grand, et j'insiste, c'est le b.a.-ba, c'est l'inspire et l'expire. Et plus, en fait, moi j'aime bien apporter des exemples pour se reconnecter, parce qu'il ne s'agit pas de se mettre dans un coin et puis je fais des séances de respiration et puis après le reste de la journée je ne m'en occupe plus.
il faut être présent tout le temps dans l'inspire et l'expire pour prétendre qu'on expérimente un instant présent, en fait, et qu'on se connecte vraiment avec le divin. Moi, je prends l'exemple pour s'entraîner parce qu'on s'est tellement déconnecté de ça qu'on a perdu le fonctionnement. Donc, il faut se réentraîner, en fait. Il faut se déprogrammer d'un ancien fonctionnement et se reprogrammer. Donc là, moi, je prends souvent l'exemple quand on fait la cuisine ou la vaisselle, ou par exemple une tâche qu'on n'aime pas trop faire, style par exemple repasser ou passer l'aspirateur, peu importe, mais c'est des gestes quotidiens de la vie. Et de le faire justement, ok, je prends le temps de descendre dans mon cœur avant de commencer le geste et de suivre le mouvement de l'inspire et devenir ce mouvement de l'inspire. En fait, on porte vraiment son attention et en fait, c'est prendre soin de soi. On s'est coupé de ce corps physique, on s'est coupé de l'âme. Donc ça veut dire faire les choses vraiment en conscience, en fait. En conscience, voilà. Et pareil, la méditation. Parce qu'en faisant ça, même si vous pelez un légume et que on est totalement conscient qu'on soulève cette cage et qu'on fait qu'un avec ce mouvement. On va faire qu'un avec le mouvement. Alors, on va parler du légume que je pèle, par exemple. Vous allez sortir de cette notion de temps linéaire, en fait. Et là, on va être dans le mouvement du cycle du temps. Dans une danse, en fait. C'est ça. D'accord. C'est ça. Et là, on est en méditation en conscience. Méditation éveillée. Éveillée, tout à fait. Alors on peut, mais la méditation en conscience, même si on se met dans un coin bien spécifique, pour faire une méditation, il faut rentrer dans la cage thoracique. Sinon, on va se laisser emporter par le mental et va nous amener avec ses ballons, on peut promener n'importe où. Et on n'y arrivera pas. Donc aujourd'hui, tu proposes donc des formations qui sont vraiment très centrées donc sur la respiration. Est-ce que tu peux nous en dire plus? On en parlera, enfin, on donnera tes liens de ton site internet sur le texte du podcast, mais peut-être peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, alors moi j'aime pas le mot formation, mais plutôt un accompagnement. C'est un accompagnement, en fait c'est partager la connaissance pour réveiller la connaissance chez l'autre, parce qu'elle est déjà là, elle est déjà en nous. Et par cette connaissance, venir déverrouiller des cadenas et qui va justement lui permettre d'accéder à des libérations elle-même, donc d'auto-guérison. Et donc effectivement, dans ce partage de connaissances, il y a forcément voilà, des techniques, des choses toutes simples. Vraiment toutes simples à mettre en place, à travailler. On peut travailler aussi donc, sur les chakras, comment se nettoyer chakra par chakra, les réunifier avec l'inspire, avec le mouvement du bassin, parce que le plancher pelvien, c'est là où il y a la racine. Donc c'est très important pour travailler, puisqu'on fait l'expérience sur la terre, donc pour bien nous ancrer dans la terre. Et apprendre donc à s'auto-nettoyer, à se rééquilibrer donc les chakras et du coup les corps subtils, puisque chaque chakra est relié à un corps subtil. Voilà. Et ensuite prendre connaissance que le corps c'est notre médecine, notre roue de médecine, et donc je permets aussi justement à la personne de récupérer ses enseignements et de travailler avec les éléments. Donc voilà, l'eau, le feu, la terre et l'air. Et ensuite, dans l'éther, qui est le 5e élément, avec aussi les 4 directions. Voilà. Ah, c'est formidable. Donc, et ça, je le retransmets aussi à travailler dans le corps physique. Comment travailler dans le corps physique. Bah écoute, merci beaucoup Michel. C'est vrai que cet échange était passionnant. J'en suis sûre qu'il va intéresser nos auditeurs de Bonheur Factory. En tout cas, on va retrouver donc sur les textes de ce podcast tous les liens utiles pour connaître tes accompagnements, parce qu'aujourd'hui vraiment tu es dans une volonté de transmettre ces enseignements et dans un cadre co-créatif aussi, puisque ce groupe travaille ensemble et
Et il y a une auto-guérison et une guérison collective, on va dire. Donc, ça doit être vraiment très enrichissant. Donc, je donnerai toutes les informations sur le site Internet. Je précise également que tu organises des voyages aussi initiatiques en Égypte et au Maroc. Et au Maroc en 2021, début de nous trouver là aussi. Et je recommande aussi à nos auditeurs de regarder la vidéo de Tistria, Guérir ses peurs. C'est comme ça d'ailleurs que je t'ai connue il y a quelques années, Michel. J'ai bien évolué depuis. Oui, c'est vrai, mais les fondamentaux sont toujours là. Je te remercie infiniment. Merci à toi, merci à tout le monde. Oui, et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour en savoir plus sur Michel Brémaud, nous vous invitons à retrouver tous les liens sur les textes de ce podcast. L'association Be Bonheur Factory est un créateur de moments optimistes et inspirants par le partage de la connaissance et des expériences. Nous essaimons nos messages sous différentes formes, conférences, café des éclaireurs, chaîne YouTube et podcast. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux en saisissant simplement Bonheur Factory. N'hésitez pas à partager cette émission et nous laisser un j'aime. Vous pouvez également rejoindre notre ruche de gens optimistes en adhérant à notre association Be Bonheur Factory. Merci et à très vite pour du bonheur dans vos oreilles.